Nouvelle semaine qui s'achève, un nouveau rendez-vous du 7info. L'équipe du dimanche est bien en place, pilotée ce soir par Abdoulaye Baro. On parlera notamment de l'impôt sur les revenus fonciers. Vous le savez, le secteur immobilier est en vogue, en pleine expansion. L'investissement est assez important, mais qu'en est-il de la fiscalité dans ce secteur? On en parle avec notre consultant en fiscalité, Tidiane Kaboré. On parlera également de réconciliation nationale avec la rencontre entre Zéphirin Diabré et les victimes et en droit des violences en politique. Notre consultant politique, Siaka Koulibaly, est avec nous. Et puis, on aura également sur ce plateau Alpha Yago du comité de réflexion et d'action pour la paix et la réconciliation nationale. Dans un instant, tout cela dans le cadre, bien sûr, du processus de réconciliation. Voici pour le menu du 7info. Bonsoir et bienvenue. Siaka Koulibaly, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Tidiane Kaboré, bonsoir. Bonsoir, ouais. Ça fait un bon moment qu'on n'a pas parlé de fiscalité sur ce plateau. Oui. Aujourd'hui, donc, on parlera de l'impôt sur les revenus fonciers. Lancement officiel cette semaine de l'opération de recensement portant sur l'impôt sur les revenus fonciers. Le directeur général des impôts procède ici au lancement officiel de l'opération de recensement portant sur l'impôt sur les revenus fonciers dans la ville de Ouagadougou. Ce projet vise à disposer d'un fichier actualisé des bailleurs et des locataires en vue de maîtriser la population fiscale du périmètre de recensement. Nous allons prendre un lot et identifier, recenser tout ce qui est bailleur et tout ce qui est locataire. Enfin, et c'est in fine, c'est pour constituer un fichier. C'est là, ça veut dire que l'opération va se faire lot, parcelle par parcelle. La direction régionale des impôts du centre veut à travers cette opération élargir l'assiette fiscale et partant accroître les recouvrements. L'année 2020, nous étions à peu près 1 milliard. 1 milliard, à peu près environ. Et nos objectifs, c'est de pouvoir, si possible même, tripler ou quadrupler après cette opération, ce que nous allons engranger. Donc nos objectifs sont ambitieux, on tourne autour de 5 milliards. L'État n'est pas le seul bénéficiaire de cette opération. Elle est aussi dans l'intérêt des usagers, selon le directeur général des impôts. Pour les professionnels, et ça leur permet d'assurer la déductibilité de la charge. Et vous savez que le Code des impôts dispose que lorsqu'un contrat de bail n'est pas enregistré, les loyers que vous avez payés aux propriétaires ne sont pas déductibles comme charge professionnelle. Donc cette opération va permettre effectivement, en tout cas à toutes ces personnes-là, de sécuriser leur situation. Ce recensement s'étend sur une période de 3 mois allant du 23 mars au 13 mai prochain. Il sera l'occasion de construire une nouvelle relation avec le contribuable en lui faisant connaître ses droits et devoirs, indique le directeur régional des impôts du centre. Tidiane Kaboré, encore une fois, bonsoir. Bonsoir, ouais. Le secteur de l'immobilier, on en parle justement. On le sait, c'est un secteur, en tout cas, aujourd'hui, très important en vogue. L'investissement, il est massif. On voit un peu partout des constructions de célibatorium, de magasins de stockage, de villas. Ça pousse un peu partout. Mais en même temps, est-ce que la fiscalité va avec? Alors, merci bien pour l'intérêt que vous portez à cette thématique, qu'est l'impôt sur les revenus fonciers. Je crois que la thématique est d'actualité. Vous venez de présenter l'élément portant sur le recensement fiscal dans la région du centre. Je crois que vous avez bien entendu le directeur régional du centre tout de suite, M. Nombré, qui disait qu'actuellement, ils sont à 1 milliard de recouvrement en matière d'impôt sur les revenus fonciers. Pour qui voit le potentiel, comme vous l'avez présenté tout à l'heure, normalement, cet impôt devrait venir certainement peut-être en 2e position ou en 3e position, après la TVA et l'impôt sur les bénéfices. Mais vous voyez que
en classant les impôts, on a la TVA, l'impôt sur les bénéfices, et l'UTS même qui vient en troisième position. C'est-à-dire que l'UTS vient avant même l'impôt sur les revenus fonciers. Même pas dans les trois. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Vous voyez que le directeur régional dit qu'il vise un objectif de 5 milliards. Et je trouve que bon, c'est très intéressant. Mais si le potentiel est bien maîtrisé, on peut aller bien au-delà de ça. Revenons d'abord, donc, faisons un peu de pédagogie. L'impôt sur les revenus fonciers, IRF, c'est quoi exactement, dit de façon simple? Alors, l'impôt sur les revenus fonciers ou les prélèvements sur les loyers, les anciens appellent ça comme ça. Quand vous entendez les prélèvements sur les loyers, généralement, ce sont les retraités qui ont justement cette appellation. C'est la même chose. Alors, c'est tout simplement l'impôt que l'on perçoit suite à la location d'un immeuble bâti ou non bâti. C'est-à-dire que vous avez un local, c'est-à-dire un célibatorium. Vous avez pris l'exemple du célibatorium, donc je reprends exactement vos exemples, ou une mini-villa que vous mettez en location. Les loyers que vous percevez à la fin du mois, l'impôt qui doit justement correspondre à ce loyer-là est appelé impôt sur les revenus fonciers. Il peut aussi s'agir d'un terrain qui n'est pas bâti, c'est-à-dire qu'un terrain nu, vous avez un terrain qui n'est pas encore construit, mais un garagiste, par exemple, vous sollicite justement pour exercer son activité là-dessus, moyennant un loyer, justement à la fin du mois. Vous n'avez pas à dire non, comme ce n'est pas encore construit, je ne dois pas justement payer cet impôt-là. En fait, il y a même les revenus accessoires liés en fait, à la location. Supposons que vous ayez votre immeuble et une téléphonie de la place vous sollicite pour mettre des pancartes, des panneaux publicitaires sur l'immeuble, et moyennant bien sûr des paiements à la fin du mois. Voilà, ou un pylône même sur la parcelle non bâtie. Vous prenez un très bon exemple également. À la fin du mois, ce que vous recevez doit être justement présenté, voilà, justement au service des impôts, voilà, justement pour le paiement de l'impôt sur les revenus fonciers. Il peut s'agir également de la sous-location, parce que on voit de plus en plus des gens qui le font. Voilà, justement, supposons qu'à BF1 ici, vous voulez créer une autre structure, voilà, justement, mais comme voilà, justement, le problème de loyer peut-être se pose, et voilà, justement, pour trouver un local adapté, vous décidez par exemple d'affecter un bureau à la SARL en attendant justement qu'elle puisse s'installer ailleurs, peut-être dans un autre quartier. Cette sous-location que BF1 va faire, naturellement, il y aura un contrat de bail pour que la SARL puisse se constituer. C'est-à-dire que le loyer qui est perçu, BF1 est obligé en fait, de payer. Peut-être que l'exemple pris avec BF1 n'est pas très illustratif, puisque les personnes morales qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés en fait, ne payent pas l'IRF, puisque déjà en fait, ces produits sont pris en charge en fait, lors du dépôt des états financiers. Donc, voilà. Si j'ai mon propre terrain et je décide par exemple de faire de l'élevage là-dessus. Non, là, vous ne louez pas, puisque vous jouissez de votre terrain. Voilà, vous avez un terrain, vous décidez de faire l'élevage. C'est lorsque, justement, il y a un revenu locatif. D'accord. Voilà, lorsqu'il y a un revenu locatif, quel que soit l'usage, en ce moment, c'est-à-dire que vous êtes obligé, justement, de souscrire à cette obligation de déclaration. Qui doit payer, justement, l'IRF au Burkina? Mais l'IRF doit être payé par le bailleur. Le bailleur. Voilà, le bailleur, c'est-à-dire que, pour dire simple, c'est-à-dire le propriétaire en fait, de la cour ou du terrain, puisque c'est vous qui bénéficiez en fait, du revenu locatif. Ce n'est pas le locataire, c'est vous qui mettez justement en location votre terrain ou votre villa ou votre célibatorium, pour reprendre vos exemples, c'est vous qui payez. Je suppose que le bailleur qui paye, en cas de contrat de bail, peut-être on répercute ça sur le coût du loyer, peut-être. Vous savez, mais là, fiscalement, si vous répercutez en fait, le montant de l'impôt en fait, sur le loyer, vous n'échappez pas. Puisqu'en ce moment, en fait, c'est comme un supplément encore du revenu. Donc, on va calculer à nouveau ce que vous avez en fait, ajouté en fait, sur la base initiale. Donc, rien n'est perdu. C'est appréhendé fiscalement. D'accord. Et qui est exonéré et exempté de cet impôt, par exemple? Alors, il y a quand même des exonérations. Quand vous regardez, par exemple, quand l'État met en location un immeuble, naturellement, on ne va pas demander à l'État de payer l'impôt sur les revenus fonciers. C'est démembrement également. On a les établissements publics, par exemple, quand ils mettent en location des locaux, ils ne payent pas l'IRF. Sauf lorsque ces entités ont un caractère industriel et commercial. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les entités publiques,
qui ont un caractère industriel et commercial. On peut citer, par exemple, les sociétés d'État. Prenons l'exemple, on ne fera pas de la publicité, hein, comme ce sont des sociétés d'État d'ailleurs, la Sonabi ou la Lonabé, qui met en location, par exemple, des magasins, naturellement, elle va déclarer l'impôt sur le revenu foncier. Puisque vous savez que ces sociétés d'État sont sous l'emprise en fait, du droit privé. C'est une gestion purement privée. Ce n'est pas comme les établissements publics que nous voyons couramment. Donc, dès lors que l'entité publique a un caractère industriel et commercial, si elle a en fait des loyers, elle est soumise justement à l'impôt sur le revenu foncier. Poursuivant toujours dans les exonérations, on a par exemple le cumul de loyers par bailleur qui ne dépasse pas 20 000. Donc c'est pour dire qu'on tient compte des sociales. Donc si vous avez un loyer qui n'excède pas 20 000, c'est-à-dire à la fin du mois, ne vous arrachez pas trop les cheveux, vous n'êtes pas soumis. Concerné. Voilà, justement. Les collectivités territoriales également, vous avez des mairies qui ont des locations, hein, des revenus locatifs. Par exemple, les mairies ne payent pas, par exemple, l'impôt sur les revenus fonciers. Un autre exemple qui est très intéressant, ce sont les salariés retraités du secteur public et privé, voilà, justement, avec un loyer qui n'excède pas les 500 000. C'est-à-dire qu'en ce moment, c'est exonéré. Maintenant, si ça excède les 500 000, le surplus, en fait, voilà, justement, sera frappé d'IRF selon le droit commun. Mais au moins jusqu'à 500 000, vous êtes exonéré. Et même le législateur allait loin. C'est-à-dire que le retraité, en fait, qui décède, son conjoint survivant peut bénéficier justement de cet avantage fiscal. Mais il y a une condition, il faut adresser une demande en bonne et due forme au directeur général des impôts qui va répondre. Et c'est à partir de, justement, sa réponse que l'exonération court. Là, en ce moment, si le loyer, en fait, ne dépasse pas les 500 000, voilà, dans la fourchette de 500 000, vous êtes exonéré. Bon, voilà. Donc, ça, ce sont les avantages on peut citer. Et c'est exhaustif. Il y a d'autres exemples qu'on pourrait citer à provision. Mais bon, voilà. Je pense qu'on peut se limiter à ces exemples. Le potentiel, on l'a dit, il est là, le potentiel fiscal dans ce domaine-là. Mais on se rend compte justement que l'IRF ne figure pas parmi les 3 impôts les plus importants. On a parlé du TVA, de l'impôt sur les bénéfices, mais aussi de l'UTS. Comment ça s'explique justement? Est-ce que ça veut dire que les régies, les agents des impôts ne font pas le travail ou comment ça s'explique? Non, on ne dira pas qu'ils... Peut-être parce qu'il y a un problème de transparence. Non, on ne peut pas dire qu'ils ne font pas leur travail. Vous voyez que ce type de recensement, on parle de 3 mois. Alors que pour maîtriser ce type de fichier, il faut que le recensement soit permanent. Vous voyez? Donc, ça veut dire qu'il faut doter davantage les agents de carburant, il faut qu'ils soient plus sur le terrain. Vous voyez? Donc, ça veut dire que sur 3 mois, vous voyez bien que le délai est déjà donné. Vous allez voir des bailleurs qui vont s'arranger pour chaque fois fermer les magasins. Quand les agents vont passer 2-3 fois, ils ne trouvent pas quelqu'un, c'est sûr que ces magasins resteront fermés, il n'y aura pas de répondants. Donc, c'est-à-dire, pour moi, je pense qu'il faut en fait actionner sur 2 leviers, non seulement doter davantage de moyens en fait, aux agents pour faire le terrain. Le recensement doit être permanent en réalité. Voilà, le recensement doit être permanent. C'est par manque de moyens justement qu'on a ce type de recensement où on mobilise en fait les agents qui vont laisser certainement leur travail de contrôle fiscal pour s'adonner justement à un travail de recensement. Peut-être mensuellement, parce que chaque mois, il y a de nouvelles constitutions. Oui, tout à fait. Et donc 3 mois, je pense que c'est peu. Il faut que les autorités, effectivement, dotent sérieusement. En fait, parce que le problème, c'est quoi? Vous allez aller voir que c'est des problèmes de carburant qui font que les chefs d'équipe ne peuvent pas maîtriser les fichiers puisqu'il faut sortir pratiquement tout le temps. Pour la recenser, si on part, on ne retrouve pas tel locataire. Peut-être dans la semaine en quoi il faut répartir. Parce que ce sont les locataires qu'on voit, puisque le bailleur, lui, on ne le voit pas. Voilà, donc ça fait qu'il faut les doter sérieusement de moyens pour que ces opérations-là puissent être en fait... Le gros souci, c'est le recensement. Voilà, justement, c'est le recensement. Et aussi, je disais 2 leviers, et aussi sensibiliser davantage aussi en fait les bailleurs, parce que souvent quand vous regardez, les montants ne sont pas très énormes. Quand vous prenez par exemple un loyer de 100 000, peut-être ça tourne autour de 9 000, peut-être l'impôt sur les revenus fonciers, 50 000, peut-être autour de 3 500, 3 000. Donc, vous voyez, mais souvent, ils n'ont pas l'information. Il y a même des gens, peut-être, qui ont des loyers qui ne dépassent même pas 20 000, mais ils ne savent même pas que c'est exonéré. Il faut développer aussi la technologie digitale pour permettre oui, tout à fait, mais, aux bailleurs de payer facilement. En réalité, au niveau des baux formalisés, les services des impôts n'ont pas ce problème-là. Vous savez bien que au niveau du paiement de l'IRF,
lorsque, par exemple, le locataire relève du réel d'imposition, c'est-à-dire formalisé, on ne va pas rentrer un peu dans les segments, dès lors que le locataire en fait, est formalisé, il a l'obligation de retenir l'entièreté de l'impôt sur le revenu foncier à la source et reversé. Le problème se pose lorsque les services des impôts sont en face en fait, des célibatoriums et des mini-villas. Là, c'est usage d'habitation. Vous ne maîtrisez pas en ce moment les locataires. Le directeur général des impôts l'a dit dans l'élément. Et pour les entreprises formalisées, vous savez bien que lorsque le contrat de bail n'est pas dûment enregistré, vous ne pouvez pas justement porter ces montants-là dans vos charges professionnelles pour l'établissement. En fait, D'accord. Le souci, justement, vous parlez, ce sont les contrats de bail. On sait toute la difficulté qu'il y a à les faire. Justement, les bailleurs sont réticents à enregistrer les contrats pour ne pas figurer justement sur les fichiers des impôts. À ce niveau-là, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il faut toujours aller vers la sensibilisation. Je pense que c'est l'élément très important. Il faut être en permanence sur le terrain. C'est ça qui est très important. Vous voyez bien, les moyens manquent. Les moyens manquent, contrairement à ce que certains pensent. Souvent, les services des impôts, ceux qui font le terrain, manquent de tout et de rien. Voilà, donc vous verrez bien que certains vous diront « Ah, mais nous sommes allés pour enregistrer notre contrat, mais quand on nous a reçus, voilà, justement, ils avaient tout un lot et il faut programmer, en fait, des sorties. » Et ces sorties aussi appellent aussi naturellement des moyens. Il faut du carburant pour que l'agent puisse sortir, pour effectivement constater ces contrats sur le terrain. Mais au-delà de ce que vous dites, je pense que le problème, c'est parce que souvent aussi, les locataires ne sont pas protégés. Parce que quand vous voulez une maison, vous arrivez, vous demandez un contrat de bail, le monsieur vous dit, ben, allez-y ailleurs. Vous partez ailleurs, le même bailleur, en fait, ce qu'il vous a dit, l'autre bailleur vous dira pareil. Ben, finalement, c'est ça. Celui qui va se lever en fait, pour se battre pour dire non, moi je veux un loyer, le monsieur, un contrat, il ne vous dira rien. Et bien, vous allez effectivement piétiner, vous allez avoir votre contrat. Mais il va attendre en fait, le délai pour pouvoir en fait, vous mettre des loyers, et puis il n'y aura rien. C'est-à-dire vous allez vous plaindre, mais bon, c'est parce que le locataire n'est pas protégé. Ne comptez pas sur les locataires pour dénoncer. Ah, mais naturellement, on peut pas. Voilà, parce que justement, s'ils ont des soucis avec les bailleurs, ils auront l'impression de ne pas être protégés aussi par l'État. Donc il faut d'abord commencer par protéger les locataires, effectivement, qui demandent justement en fait, des contrats de bail. Sinon, ce n'est pas toujours les bailleurs qui vont... Il y a des bailleurs qui le font systématiquement. Mais il y a des bailleurs, mais dès lors que tu demandes un contrat de bail, ben, écoute, tu n'es plus... il faut aller voir ailleurs. Voilà. Pour terminer, il y a l'IRF, justement, on en parlait. Il y a la contribution foncière sur les propriétés bâties et non bâties. Il y a la taxe de jouissance. Il y a les droits de mutation quand on veut changer les noms, par exemple, suite à l'achat d'un terrain. Il y a la taxe de résidence. Ça fait trop quand même, non? Est-ce que tout cela ne peut pas amener le citoyen, justement, à rentrer quelque peu en rébellion fiscale? Parce que, justement, l'impression, c'est que le foncier est surtaxé, hein? Alors, tout ce que vous citez, je reprends par le bout, hein, vous dites que ça peut amener le citoyen à rentrer en rébellion fiscale. Je vous rappelle qu'avec le Code général des impôts, la rébellion fiscale est sanctionnée, même avec des sanctions pénales, ce n'est pas seulement des amendes. Donc, si vous levez tout de suite, montez un groupuscule pour vous opposer, par exemple, aux agents des impôts qui sont sur le terrain en ce moment, supposez un bailleur qui s'élève, en fait, monter un coup dans le quartier pour s'en prendre à eux. Normalement, si on arrive à les prendre, ça dit que la prison est là, quoi. Donc, je profite en même temps de l'information. C'est sanctionné, donc on ne peut pas parler de rébellion fiscale. Alors, ce que vous citez, en réalité, je voudrais simplement vous rappeler que nous sommes dans un système d'imposition cédulaire, comme je l'ai rappelé plusieurs fois ici. Vous avez pris l'exemple de la contribution foncière sur les propriétés bâties et non bâties. Là, ce n'est pas le revenu en fait, qui est touché, mais en fait, c'est un impôt en réalité sur le capital. C'est la propriété, en fait, ici, qui est, comment on appelle, du terrain ou de l'immeuble, en fait, qui est appréhendé ici fiscalement. Alors que pour ce qui concerne l'impôt sur le revenu foncier, là, ce sont les revenus que vous percevez. Voilà, parce qu'en fait, c'est cette propriété-là qui a produit effectivement le revenu. Mais cette, en fait, ça dit que c'est une autre catégorie de revenus. Parce que nous n'avons pas en fait la possibilité d'appréhender tous les revenus en fait d'une personne physique en une seule main. C'est pour cela en fait le législateur a opté pour le système d'imposition cédulaire dans notre pays. C'est-à-dire que à chaque catégorie de revenus correspond un impôt spécifique.
là, vous verrez bien. L'exemple de la taxe de résidence que vous avez pris, bon, là, c'est parce que, justement, le citoyen vit dans une zone aménagée qu'on lui demande, en fait, de payer, justement, une taxe pour la commune. Vous verrez bien que cette taxe, d'ailleurs, alimente les budgets locaux. Parce que vous résidez justement dans une zone aménagée, une zone lotie, qu'on vous demande en fait la taxe de résidence. Vous avez parlé des mutations. Et pour la mutation, vous allez voir par exemple que là-bas, il y a la taxe sur la plus-value immobilière. C'est parce que vous, en tant que vendeur du terrain, vous avez acheté le terrain à un instant T, et après, le terrain a pris de la valeur et vous revendez à quelqu'un d'autre. Donc, il y a une plus-value que vous avez justement enregistrée. Et c'est sur ça, justement, qu'il y a cette taxation. Pour ce qui concerne la taxe de jouissance, justement, c'est comme je le disais tantôt, ça n'a rien à voir toujours avec l'impôt sur le revenu foncier. Donc, ce qu'il faut retenir est qu'il n'y a pas trop d'impôts. On peut avoir l'impression, mais c'est le fait que le système choisi par le Burkina, qui est un système d'imposition par catégorie de revenus, qu'on appelle système d'imposition cellulaire techniquement, qui donne l'impression en fait qu'il y a beaucoup d'impôts en fait sur le foncier. Bon, je ne sais pas si tout le monde vous comprendrait. Merci Tidjane Kaboré d'être passé dans cette info ce soir pour tous ces éclairages. Merci. À très bientôt pour d'autres sujets sur la fiscalité. La semaine marquée par la disparition d'une figure du syndicalisme et de la politique au Burkina Faso. Soumane Touré, vous le savez, secrétaire général du PITJ, le Parti de l'Indépendance et de la Justice, est décédé jeudi dernier à Ouagadougou des suites de maladie à l'âge de 73 ans. Siaka Koulibaly, il faut le dire, là, c'est véritablement une figure politique qui s'éteint. L'homme, on le connaît pour son parcours, aussi bien syndical que politique. C'est quand même un acteur clé de notre scène. Oui, c'est un acteur historique. Une page triste de l'histoire de la gouvernance publique du Burkina Faso. Parce qu'effectivement, il faut dire que Touré Soumane, ça fait quand même 40 années d'agitation, de contribution aux différents niveaux, comme vous le dites, syndical et aussi politique. Parce qu'il a d'abord émergé sur la scène publique comme un leader syndical de premier plan à la tête de la CSV. Et à ce titre-là, mais aussi au niveau politique, il agissait très fréquemment sur les grandes questions politiques. Pour les plus jeunes, je pense qu'ils ont dû retenir Touré Soumane pour les 5 dernières années, depuis 2015 jusqu'en 2020, où il a assez fréquemment fait des apparitions qu'on dirait avec une communication musclée. Voilà. Tranché, qui ne fait pas dans la langue de bois. Donc les jeunes vont plutôt retenir cette dimension, alors qu'il a une vie plus chargée que ça au niveau syndical. C'est vrai qu'il a toujours gardé le même ton. On sent le syndicalisme sur le terrain politique, on sent toujours le syndicalisme en lui. C'est l'homme aussi qui a fait la prison. Oui, exactement. Il a plusieurs fois fait la prison, justement pour ses déclarations, ses prises de position également. Et comme vous savez, l'histoire politique du Burkina Faso a été assez mouvementée, avec pas mal de régimes d'exception. Mais même les régimes constitutionnels étaient assez durs, si on prend le cas de la 4e République. Il a quand même réussi à faire de la prison sous la 4e République aussi. Donc, c'est quelqu'un qui a eu une vie très chargée. La maladie a eu raison de lui. On s'était attendu à ce que ce soit les séquelles de la cigarette, mais il n'en a pas été le cas et autre chose a eu raison de lui. Vraiment une vie syndicale et politique bien remplie pour Soumane Touré, qui laisse quand même, on dira, un héritage politique assez important. C'est très important parce que, comme on le dit, Touré Soumane fait partie de cette lignée d'hommes de gauche, parce que le Burkina Faso, si vous faites le point, vous verrez que les idées de gauche et les organisations de gauche ont été très actives dans l'histoire politique. D'abord, la lutte pour l'indépendance. On avait en ce moment 3 grands partis. Il y avait le RDA, il y avait le MLN et il y avait le PAI. Et ce sont ces 3 grands partis qui avaient également la main mise sur les syndicats et qui ont utilisé les organisations de masse comme les syndicats pour mener cette lutte de l'indépendance. On a toujours reproché à la nouvelle génération de manquer de culture politique. Lui, il en a quand même. Lui, il en a beaucoup, oui.
Touré Soumane, comme j'étais en train de l'expliquer, il fait partie de ceux qui ont généré plusieurs classes d'hommes politiques, y compris ceux qui sont aujourd'hui à la tête de nos institutions. Je veux parler du président Kaboré, de Simon Compaoré, du maire Armand Bewende. Ils sont tous originaires de mouvements qui ont, à un moment ou un autre, été encadrés par Touré Soumane. Donc c'est quand même un pilier important pour une bonne partie de la classe politique burkinabé. Et c'est à ce titre-là que je pense que son décès a été quand même, à mon avis, assez peu pris en charge, à la fois par les institutions et par la classe politique. Bon, c'est pas fermé. L'opportunité peut arriver à tout moment de lui rendre hommage, mais il aurait dû avoir un peu plus de... Peut-être que ça viendra. Voilà, ça viendra avec les cérémonies, les commémorations ou les dédicaces, nommer des bâtiments à son nom, etc. etc. Mais là, il aurait dû avoir spontanément, au niveau syndical et au niveau politique, il devait avoir beaucoup plus d'intérêt pour ce grand homme-là. Il faut le dire, a beaucoup donné pour le Burkina Faso, parce que c'est son amour pour le pays qui faisait qu'il était aussi engagé. Je prends l'exemple de ces 5 dernières années dont on a parlé, où il avait un discours musclé. Lors de nos discussions, il m'avait expliqué qu'en réalité, il avait pensé, et ces jours-là, on était avec Valère Sommet également, père à son âme aussi, qui ont dit qu'eux avaient pensé pouvoir faire une retraite des luttes politiques. Mais à partir de 2014, le cours que la politique du Burkina Faso avait pris leur a fait comprendre qu'ils auraient pu ne même pas avoir du tout de retraite. D'où la nécessité pour eux de revenir pour tenter d'infléchir un peu. C'est ça qui faisait que Touré Soumane avait ce discours que beaucoup ne comprenaient pas, hein, je le reconnais. Mais c'était ça la motivation au fond. C'est vrai que l'homme ne portait pas de gants, même quand il s'agissait de parler de sujets jugés sensibles et tabous, comme l'ethnie, la région. Oui, il en parlait. La chefferie. Oui, exactement. Et il était assez incollable sur le sujet, parce qu'avec son expérience et sa participation aux luttes, il avait beaucoup d'anecdotes sur ces événements-là, ce qui fait qu'il était difficile de le contrer dans ce débat-là. Parce qu'il avait de la ressource, il avait des ressources mémorielles qu'il ressortait pour justifier ou consolider ses affirmations. Donc je pense qu'à mon avis, on peut reprendre encore le bagage laissé par Touré Soumane, parce qu'il a également beaucoup écrit, et tous les discours qu'il faisait, il y avait des traces, pour voir comment est-ce qu'on peut exploiter cela pour la formation politique de la nouvelle génération, qui présente aujourd'hui cette lacune de ne pas avoir de formation politique suffisante, et avec ça, essayer peut-être de combler le vide qui se ressent aujourd'hui. Merci, Siaka Coulibaly. La semaine, c'est aussi, on le sait, la réconciliation nationale. Soumane Touré aurait souhaité voir la fin du processus engagé. Zéphirin Diabré face aux victimes et ayant droit des violences politiques et autres formes d'injustice. C'était cette semaine. C'est le rang et la fouille avant d'entrer dans la salle des conférences de Ouaga 2000, où ils doivent rencontrer le ministre en charge de la réconciliation nationale. Ils sont victimes ou ayant droit des victimes des crises, des crimes de sang et de nombreuses formes d'injustice. Parmi eux, Aruna Ganame, mécanicien auto, père de 3 enfants, il a subi plusieurs coups et blessures lors des manifestations pour s'opposer au putsch manqué de septembre 2015. On a brûlé ma moto. On m'a saccagé. J'étais à Yalrodo, même jusqu'à présent, chez Kemo, je ne vous ai pas. Mon famille est en train de me choyer. Donc il y avait un certain temps que le président du Faso m'avait dit qu'ils vont prendre un décret pour nous donner des cartes pour les traitements. Jusqu'à l'heure actuelle, chez Kemo, je ne vous parle, on n'est pas gagné. Nos enfants sont quittés à l'école, manque de moyens. La plupart des majorités de nos gens vivaient dans location. Ils sont lâchés parce qu'il n'y a pas de moyens pour payer leurs employés. Donc, c'est que moi, je suis en train de parler avec toi. J'ai envie de pleurer. Et c'est avec ce cœur lourd qu'il se rend dans la salle de réunion. Aruna Ganame s'assoit tout au fond, mais tient à s'exprimer quand on partage la parole. Au pupitre, c'est en moré qu'il raconte son histoire, arrachant parfois quelques applaudissements.
À la fin de l'exercice, il dit espérer que les lignes vont enfin bouger. Bon, il nous a compris, puisqu'on peut dire que lui aussi c'est un justicier comme nous. Il a intérêt de prendre nos charges d'aujourd'hui. Justice et dédommagement, c'est aussi ce que réclame Gauthier Zagré, venu de Koudougou. Lui dont le père a eu le domicile incendié quand lui, le fils, alors élève, manifestait contre l'assassinat de Norbert Zongo. Nos domiciles sont toujours incendiés, c'est déposé. On a l'impression que l'État s'en fiche pas mal. Alors, nos parents qui sont les propriétaires de ces domiciles-là sont en train de mourir. Et la question que moi je me pose, est-ce que quand on va nous donner le dédommagement, c'est pour qu'on les réveille dans leur tombe pour les remettre ou c'est pour organiser les funérailles? Lui aussi attend beaucoup de la mission du ministre en charge de la réconciliation nationale. Donc nous pensons que le ministre de la réconciliation nationale joue même lui-même sa crédibilité. Et si nous ratons cette ultime occasion de nous réconcilier sincèrement, je pense que c'est comme ce que le professeur Laurent Gbagbo l'avait prédit. Les portes de l'enfer vont véritablement s'ouvrir. L'une après l'autre, plusieurs personnes vont exprimer leurs sentiments. Certains réclament justice tout simplement et demandent que les coupables paient pour leurs crimes. Cette justice-là est obligatoire et nous attendons cela avec force. Si tant qu'il n'y aura pas cette justice, inutile d'aller à la réconciliation, ce serait encore du leurre comme les autres fois. Voilà, je vous remercie. D'autres expriment leur frustration. Moi, l'État, un quelconque dédommagement ne peut, moi, là où je suis là, me faire quelque chose parce que j'avais des projets et je pense que ces projets ne sont plus d'actualité. Et j'accepte. Insurrection, Poutuman, crimes de sang, entre autres, justice classique, transitionnelle, dédommagement, vérité. Autant de victimes pour autant de formes de règlement et de réconciliation. Zéphirin Diabré a eu une idée ce 25 mars de l'ampleur de sa tâche dans l'accomplissement de sa mission. Cheikh Koulibaly, on le voit, le processus tout doucement va vers son objectif. Cette rencontre, elle était déterminante pour écouter les victimes et ayant droit. C'est vrai que là, quand on constate sur les images, c'est qu'on a eu plus affaire aux victimes et ayant droit de l'insurrection de Pouche, alors que ça va au-delà, mais c'est vrai qu'on a écouté une dame aussi, dont le problème ne relève pas forcément de ces deux événements, mais il fallait ratisser large sur le sujet. Oui, exactement. Bon, je trouve que c'est quand même bien pensé d'avoir rencontré les victimes. Au-delà de leur expliquer les mécanismes de réparation qui vont être mis en place, il s'agit aussi de situer leur contribution au processus de réconciliation, parce que la réparation ne se limite pas seulement au dédommagement financier et matériel, mais aussi à la contribution de ces personnes-là à l'histoire du pays et au futur que nous voulons moins chargé de conflits. C'est vrai qu'à regarder la foule, on a cette impression qu'il s'agit de personnels jeunes, donc majoritairement qui sont victimes à partir donc, de l'insurrection ou du push de septembre 2015. Mais c'est très sûr qu'il faut travailler à faire en sorte que ce soit toutes les situations difficiles qui soient prises en compte. Parce que beaucoup ignorent qu'il y a eu pas mal de cas qui se sont déroulés bien avant que nous en arrivions à l'insurrection. Mais le contexte était tel qu'il était même difficile de se positionner comme victime. Vous avez vu le jeune homme en rouge qui a expliqué que dans la manifestation pour Norbert Zongo, leur maison a été incendiée. C'est-à-dire que le contexte était difficile. Donc, beaucoup de victimes sont restées dans le noir. Ruminer leur douleur, exactement, sans savoir forcément... et ont disparu dans les méandres comme ça. Donc, c'est une plaie de notre histoire qui va rester si on ne travaille pas également à aller à ce niveau-là. C'est-à-dire que là-bas, peut-être que la dimension réparation peut être moindre, mais la dimension humaine et douleur est très importante à ce niveau-là. Ça peut susciter aussi pas mal de situations qui vont nuire à la bonne gouvernance dans le pays. Donc, c'est bien de rencontrer. Ça permet aussi de localiser
les catégories des victimes qui peuvent se libérer présenter, la parole, et libérer la parole aussi, parce que ça fait partie du processus de réconciliation. Parce qu'on a vu certains s'exprimer avec beaucoup d'émotion. Exactement. Ce sont des souvenirs et des douleurs enfouies qu'il faut ressortir. Et parallèlement à cela, il y a l'élaboration des différents supports qui vont servir aux différentes étapes de la réconciliation, notamment au grand forum qui va être organisé. Donc, leurs ressentiments exprimés peuvent servir à nourrir ces aspects-là. Aussi bien la question de la cohésion sociale et la question de l'extrémisme violent peuvent être couvertes par les témoignages que les victimes peuvent donner. Alpha Yago, membre du CIRAP, le comité de réflexion et d'action pour la réconciliation et la paix, nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Guébré. Oui, vous avez vu donc cette rencontre assez importante pour les victimes et ayant droit. Le processus est bien engagé et vous avez mis en place ce comité justement pour l'accompagner. Mais première question déjà, peut-être encore une structure pour grignoter un peu dans l'assiette financière de la réconciliation nationale? Merci donc de me recevoir. Et je pense que si la question donc de la réconciliation, qui est une question, je dirais, extrêmement importante aujourd'hui, se résume à des questions de recherche, d'accessibilité à des ressources financières, c'est vraiment lamentable. Cela peut être le cas pour certaines organisations, certains individus. On se dit, quelle est la pertinence d'une telle structure à partir du moment où vous, individuellement, vous appartenez déjà à des entités. Vous êtes, vous, homme politique. Moussa Zerbo, pareil. On a vu Hervé Ouattara, qui est également membre d'un parti politique, le parti de Yacouba Isaac Zida, mais aussi acteur de la société civile. Pourquoi vous n'organisez pas les choses dans vos entités? Pourquoi vous avez jugé nécessaire de mettre en place ce comité? D'abord, vous verrez que la composition du présidium était en lui-même inattendue et surprenante pour d'aucuns. Cela veut dire que la plupart de ceux qui étaient au niveau du présidium étaient des acteurs opposés lors des événements des 30 et 31, et notamment sur la question de l'article 37. Et nous avons estimé que quand on parle de réconciliation, ce sont les différents protagonistes qui doivent se retrouver. Et si vous remarquez, nous sommes une génération intermédiaire. On ne peut plus nous qualifier comme étant des jeunes, ce qui est une évidence. Nous ne sommes pas non plus des doyens, nous n'avons pas encore eu cette chance-là. Donc nous sommes une génération intermédiaire et nous estimons que pour apporter notre contribution par l'exemple dans ce processus de réconciliation, mais justement, il fallait que l'on affiche cette image-là. Autrement dit, des gens qui sont affrontés sur le sujet de l'article 37. Moi, j'étais pour. Moussa Zerbo, Hervé Ouattara et d'autres étaient contre. Les positions ont évolué. Hein, vous êtes retrouvés tous dans l'opposition. La question de l'article 37, c'est l'élément central qui nous a divisés profondément et qui a créé une nouvelle donne politique. On peut dire d'une façon ou d'une autre, vous vous êtes réconciliés avant que le processus ne soit engagé. Évidemment, ça n'a pas commencé le jour de la conférence de presse, j'ai pu vous rassurer. Je discute avec certains de plus de 3 ans. Mais il fallait manifester cela. Qu'on le fasse entre nous sur la base de l'amitié, c'est une chose, mais qu'on l'affiche auprès de l'opinion, auprès de nos camarades de génération, plus jeunes, plus anciens, je pense que c'était ça le plus important. Il fallait marquer les esprits à travers cette cohésion, cette unité auprès de ces différents acteurs de premier plan, dans l'action en tout cas, pour les 30 et 31. La question c'est, est-ce qu'on ne risque pas de se perdre en criant oui, encore ceux qui se perdent, c'est ceux qui sont de mauvaise foi. Ceux qui sont de bonne foi savent que la répétition est pédagogique et toute action qui concourt à apporter une contribution positive pour un objectif aussi important et qui est noble, qui est la réconciliation, je suis désolé, ne peut être qu'accompagné. Et quelle pourrait être l'originalité de vos actions? Comme on le dit trivialement, trop de viande n'a jamais gâté le goût de la sauce. Maintenant, à défaut d'y apporter un plus, ce n'est jamais un moins. Mais d'abord, je vous ai parlé du présidium, M. Guébré, essayez un peu de bonne foi. Je vous parle du présidium qui opposait des antagonistes. À un certain niveau, j'ai dit que c'était des acteurs de premier plan dans l'action. C'était pas des... Entre-temps, il n'y avait plus d'antagonisme, c'est ça aussi. Sur quelle base vous dites cela? Avant que le processus ne soit enclenché, tous ces acteurs, vous êtes retrouvés dans l'opposition. Mais ce n'est pas parce que nous sommes dans l'opposition que nous sommes en odeur de sainteté, cher ami Guébré. Je ne vous apprends rien. Ce n'est pas parce que vous êtes dans la même boîte au niveau de Burkina Info que vous êtes en odeur de sainteté avec tous vos collègues journalistes. BFM, pardon, avec vos collègues journalistes. Ce n'est pas le cas. Donc, ceci dit, moi, je pense qu'il faut remettre l'accent sur le fond
arrêter de, je dirais, d'épiloguer sur la forme et sur les considérations subjectives. Donc, premièrement, c'était cet aspect-là qui était important pour nous, cet affichage. Et je peux vous dire que les retours que nous avons sont majoritairement et largement positifs et ils nous encouragent dans ce sens. Au départ, sur une base d'une trentaine de personnes, le noyau donc qui a constitué ce comité de réflexion-là, aujourd'hui nous sommes à au moins le triple. C'est pour dire qu'il y a de fortes attentes et il y a des actions qui nous attendent. Et quand vous nous parlez d'originalité, effectivement, il y a des actions que nous allons mener qui ont déjà été menées. La conférence de presse n'a rien d'original, ça c'est certain. Les actions de plaidoyer auprès des autorités politiques, coutumières et religieuses n'ont rien d'original, ça c'est une certitude. Mais nous comptons mener des activités à caractère socio-culturel pour rapprocher donc les populations entre elles. Ça aussi, c'est pas original. Certes, mais attendez de voir le contenu. Permettez-moi de ne pas dévoiler le fond de notre pensée ici, sinon ce serait trop facile. Par ailleurs, nous pensons également que les activités purement sportives, par exemple, jusqu'à présent, je n'ai pas vu une activité purement sportive qui parle de la réconciliation. Ça pourrait être, par exemple, entre le CDP et les MPP, par exemple. Bon, ça, c'est un exemple d'originalité. C'est pour dire qu'il y a pas mal d'idées originales. Et en plus, cela peut susciter des vocations. Nous souhaitons que les différentes couches sociales, donc les jeunes, les femmes, les anciens, en plus de ce que certains font déjà, puissent s'approprier davantage cette question pour en faire leur affaire. Et en fait que les autorités politiques, qui en dernier mot, in fine, tranchent en dernier ressort, puissent avoir le coup de franche et donc travailler à faire de cette réconciliation une réalité. Il ne vous échappera pas que c'est à partir du moment où le président Roch-Marc Christian Kaboré s'est engagé à faire de la réconciliation son cheval de bataille en désignant un ministère qui se consacre exclusivement à ces questions, que des initiatives ont été prises de part et d'autre pour accompagner ce processus-là. Et je pense qu'aucune action, au regard du contexte dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, n'est de trop pour mener à bien cette question de réconciliation. Et vous savez très bien qu'il y a une certaine opinion qui n'est pas favorable, qui est même sceptique sur la question de la réconciliation. Il faut travailler, c'est des Burkinabés comme nous, et ils ont le droit d'avoir une opinion divergente. C'est à nous, vous les journalistes, nous les acteurs qui sont favorables à la réconciliation, à travailler, à les convaincre, car ce sont des Burkinabés à part entière, et non des Burkinabés entièrement à part. Et le temps presse, justement. Quelles sont très rapidement les actions que vous comptez mener, justement, parce que c'est l'urgence, hein, cette question. L'activité transversale, c'est les audiences que nous allons commencer dès demain, pour rencontrer certaines personnes, je dirais, ressources, pour demander leur accompagnement, leur bénédiction, et en parler, les sensibiliser une fois de plus sur la question. Ça va être, ça va être les mêmes personnes consultées par le ministre en charge de la réconciliation. Et vous savez bien que quand un ministère organise une activité, c'est une activité solennelle, formelle, institutionnelle. Ce n'est pas forcément la même approche qu'une organisation de la société civile qui a une approche beaucoup plus, je dirais, beaucoup moins formelle. Et qui, vous savez très bien que quand c'est moins formel, c'est plus cordial, les gens sont plus enclins à évoquer certaines choses qu'ils n'évoqueront jamais en public. Et vous pensez que toutes les victimes se sont exprimées lors de cette rencontre solennelle, formelle, où il y a toutes les sommités. C'est difficile pour ces personnes-là de s'exprimer. Et nous comptons adopter une démarche originale, justement, pour approcher certaines victimes qui ne veulent pas ou qui ne peuvent pas prendre la parole en public pour s'exprimer. Donc ça, c'est une originalité. Et je pense qu'en plus de cela, nous avons dit, nous allons veiller également à ce que, au niveau des activités culturelles, je ne trahis pas un secret, nous souhaitons par exemple organiser une soirée à caractère humoristique qui va réunir un certain nombre d'humoristes de premier plan, au plan national, pourquoi pas international, et dont la thématique exclusive sera consacrée à la question de la réconciliation. Je vais vous parler du match de football, qui contribue également à rapprocher les différents antagonistes, et c'est des cadres informels qui permettent également de se rapprocher et de se parler davantage. Donc, c'est dire qu'il y a un énorme travail à faire dans ce sens-là. Et enfin, nous pensons que, en plus de ce que nous faisons en termes de conférences de presse, etc., nous en appelons à l'ensemble des couches au niveau national. Les femmes, par exemple, je sais qu'il y a un groupe de femmes qui participent aux réflexions sur la réconciliation. En plus de la réflexion, il serait souhaitable qu'elles puissent apporter également la contribution en termes d'action dans ce sens-là. Et ainsi de suite. Et c'est cette synergie d'action-là qui va contribuer à imposer la question de la réconciliation comme étant une donne naturelle et que cela se fasse sans heurts. Et les moyens, vous les gagnez comment?
La première activité, tout simplement, on l'a fait sur la base de nos propres moyens. On a fait une cotisation pour faire face au budget lié à l'organisation de la conférence de presse. C'est aussi simple que ça. Vous n'allez pas tenir quand même sur la base de cotisation. Quand on répartit sur une trentaine de personnes au regard du budget d'une conférence de presse, rassurez-vous que c'est supportable. Et même pour nos actions à venir. Pour les activités socio-culturelles, etc. Organiser un match de football, je ne vois pas qu'est-ce que cela peut coûter. Ah bon. Une activité une soirée à caractère humoristique, on va compter sur vous, la presse, entre autres, pour faire donc, il faut bien payer les la cachets. publicité. Mais justement, c'est là qu'on va négocier avec eux. Ce sera leur contribution, par exemple, pour le processus de réconciliation. Donc, tout ne doit pas se résumer à la question des moyens financiers. Il y a la volonté de servir son pays, de contribuer à une cause noble. Et il n'y a pas de cause plus noble que celle de la réconciliation. Parce que tout ce que nous faisons aujourd'hui, la marche du pays ne peut être radieuse, victorieuse que si le pays est uni. Et le pays ne peut être uni que sur la base d'une réconciliation véritable, réelle et sincère. Il y a des Burkinabés qui n'en voient pas l'intérêt ou qui pensent déjà qu'on va vers le scénario des années 2000. Moi, je pense que c'est, comment dirais-je, c'est une forme de défaitisme qu'il ne faut pas accepter. S'il y a eu des échecs dans les années antérieures, justement, il faut tirer les enseignements pour faire en sorte que cette fois-ci, une bonne fois pour toutes, la question de réconciliation soit réglée de manière décisive. Et je vois que la démarche du ministre d'État en charge de la réconciliation est une démarche participative, inclusive, et il fait preuve de beaucoup d'humilité dans sa démarche pour apporter une stratégie, comme il l'a dit, et la proposer donc au président du Faso, qui tranchera en dernier ressort et qui apportera les solutions. Il y a des acteurs qui estiment qu'il n'est pas la personne indiquée pour conduire cette réconciliation. On a même vu une organisation de la société civile qui a même demandé sa démission. C'est leur droit le plus absolu, la liberté d'expression étant reconnue dans notre pays. Seulement, moi, je pense rigoureusement le contraire, dans la mesure où, au regard de son profil, il a eu à travailler avec les différentes entités antagonistes aujourd'hui. Il a travaillé avec le MPP et les autres partis qui ont travaillé pour aboutir à l'insurrection. Il a travaillé avec le CDP dans le CIFOP pendant 5 ans. Là, ce qui veut dire qu'il a une réconciliation une question politique. Ce qui... Mais, je vais être obligé de paraphraser un grand camarade politique qui disait qu'au Burkina, même l'air qu'on respire est politique. Oui, on le et sait, notez également que c'est à partir du moment... la crainte, justement, de notez également, oui, on résume cette question à un arrangement entre acteurs politiques. C'est pas parce que le politique est un levier important, décisif et incontournable du processus de réconciliation qu'il faut résumer la question de la réconciliation nationale à une question politique. Ce n'est pas la même chose. Mais par contre, il faut accepter et reconnaître que c'est à partir du moment où le président en exercice, candidat en novembre, s'est engagé à faire revenir l'ancien président Compaoré et à faire de la question de la réconciliation la seconde priorité de son programme, que les choses se sont accélérées. Et dans son gouvernement, il y a consacré un ministère d'État rattaché à la présidence. Ce qui montre une fois de plus qu'il tient lui-même à avoir un regard sur cette question pour éviter justement que d'autres influences négatives viennent perturber ce processus. Et donc je trouve que bien au contraire, la personne qui a été désignée actuellement, au regard de sa parfaite connaissance des landerneaux politiques, le fait d'avoir travaillé avec les différentes forces politiques, les principales forces politiques, font de lui un médiateur naturel pour pouvoir rapprocher et réconcilier les positions. Je ne parle pas de sa hauteur de vue et de ses compétences qui ne sont plus à développer ici. Donc moi, je n'ai aucun doute sur cette question. Et in fine, une fois de plus, je reviens à la question politique. Jusqu'à preuve du contraire, je pense que le Burkina s'est désigné un président de la République, le 29 novembre, qui a donc les coups de franche et la latitude de désigner qui il pense être la personne qu'il pense être la mieux à même de conduire son programme d'une manière générale, les différents ministres, mais également de conduire cette question hautement complexe et sensible qu'est la réconciliation. Donc, accordons-lui au moins le bénéfice du doute et reconnaissons que ce sont des prérogatives qui lui permettent de désigner qui il veut. Tout ce que nous pouvons faire en patriote, personne épris de paix, et qui souhaitons que notre pays puisse se réconcilier avec lui-même, afin que l'on puisse faire face aux vrais défis et aux difficultés auxquelles nous faisons face aujourd'hui. La question de la sécurité, question majeure, la question de la Covid,
c'est des préoccupations majeures. Je ne parle pas de la vie chère et j'en passe. Il y a des vrais défis auxquels nous devons faire face. Et pour y faire face de manière victorieuse, il n'y a pas plusieurs options que d'être rassemblés, d'être unis autour de l'essentiel. Cela n'empêche pas les divergences que nous avons en termes d'opinion politique. Mais sachons pour une fois au Burkina faire preuve de capacité de surmonter nos propres égos, nos propres intérêts personnels pour voir l'intérêt général. Nous n'avons pas un intérêt particulier forcément à accompagner ce processus. Nous pouvons trouver des arguments pour combattre le pouvoir en place. Ce n'est pas les arguments qui manquent. J'ai évoqué quelques difficultés. Nous avons eu à critiquer pendant les 5 années antérieures. Ça ne veut pas dire que tout est résolu aujourd'hui. Mais à un moment donné, il faut faire une analyse globale et serrer les priorités. Et la principale priorité aujourd'hui, si je puis utiliser ce pléonasme, c'est la question de la réconciliation, du vivre ensemble et de la cohésion sociale. Si nous arrivons à réussir cette difficile mission, nous pensons que le Burkina sera certainement un pays mieux armé, mieux outillé pour faire face à la concurrence globale dans laquelle nous vivons aujourd'hui, qui s'appelle la mondialisation, mais dans laquelle nous ne sommes pas logés à la même enseigne comparativement à d'autres pays qui ont plus d'atouts naturels que nous. Notre principale richesse, c'est les ressources humaines. Au comité de réflexion et d'action pour la réconciliation et la paix, comment vous vous positionnez par rapport à l'approche de cette question de réconciliation? Vérité, justice ou réconciliation ou justice transitionnelle, je ne sais pas. Le comité est, disons, partagé sur la question. Il faut relater les choses. Je ne peux pas venir donner ma seule opinion ici au nom du comité. Il y en a qui estiment qu'il faut la vérité, la justice et la réconciliation. Il y en a qui estiment qu'il faut la justice transitionnelle. Et enfin, il y a un troisième groupe qui pense que ni l'une ni l'autre ne sont forcément les solutions idoines. Il peut y avoir une solution, une troisième voie, médiane, originale, qui répond mieux aux aspirations du peuple et qui nous permettent de nous rassembler autour de l'essentiel. Du coup, en termes de réflexion, vous n'aidez pas le ministre d'État sur l'approche, finalement? Certainement. Je pense que chacun des points ont des arguments pour et contre. Et comme l'a dit le ministre lui-même, pour lui, le ministère n'est pas un ministère de décision, c'est de rassembler les stratégies et à soumettre à celui qui va décider, in fine, le président du FASO. Et donc, nous, dans cette approche-là, nous n'excluons rien, parce que quand on veut faire de la réconciliation une réalité, on ne peut pas écarter ou rejeter les arguments qui sont contraires aux vôtres. Donc, ceux qui estiment qu'il faut vérité, juste et réconciliation. Et d'ailleurs, sur ce point, j'aimerais quand même dire un petit mot. Très rapidement. Il ne faut pas penser qu'il n'y a que ceux qui sont, je dirais, qui n'ont pas la même vision que le CDP et ses alliés, qui sont pour la vérité, la justice et la réconciliation. Nous aussi, nous attendons la justice sur certains dossiers. Le 30 et 31 octobre, nous avons été victimes autant que d'autres. Nous avons perdu un de nos grands camarades. Il n'est pas bon de remuer le couteau dans la plaie parce que ce n'est pas d'actualité, mais il faut que chacun comprenne que la question de la vérité et de la réconciliation ne nous pose aucunement problème. Ça, c'est extrêmement important. Et donc, au niveau du comité de réflexion et d'action pour la réconciliation et la paix, nous estimons que c'est des préoccupations à prendre en compte. Parce que les bourreaux, entre guillemets, d'hier, entre-temps peuvent devenir les victimes d'aujourd'hui, entre guillemets, et vice-versa. Donc, les positions ne sont pas figées. Et la situation est complexe. Donc, que faire pour sortir donc, de cette situation de manière heureuse pour l'ensemble des nations? On a vu le cas du Mali. Je ne dis pas forcément que c'est la solution, mais je pense qu'in fine, il appartiendra au peuple burkinabé dans sa grande majorité, mais dans un souci réel de se pardonner réellement et de se réconcilier, de faire preuve de hauteur d'esprit en vue de préserver l'essentiel. Seka Coulibaly, le sentiment anti-réconciliation, ça persiste. Hein? Comment arriver justement à convaincre l'ensemble des Burkinabés sur le sujet? Est-ce que c'est parce peut-être que le ministre d'État en charge de la réconciliation nationale n'a pas encore donné suffisamment de garanties par rapport au contenu, à l'approche? Non, je pense qu'en réalité, les réticences ne sont pas liées au déficit d'explication sur la méthodologie ou la stratégie de la réconciliation,
Mais comme vous le savez, les questions qui relèvent de la réconciliation portent beaucoup d'enjeux. Donc ces enjeux sont suffisants pour susciter ces réticences et ces lenteurs-là dans les esprits de certains. Mais pour ma part, je pense que la particularité de la situation actuelle, c'est que effectivement, il y a un certain émiettement des opinions sur comment on doit faire la réconciliation, même si je pense qu'il y a un grand consensus sur la nécessité de faire la réconciliation. La méthodologie, elle, suscite toujours des sujets. C'est pour cela que je disais dès le départ que la méthodologie et les mécanismes qui vont être proposés seront cruciaux pour atteindre un taux de réussite maximale de cette réconciliation-là. Il suffirait, par exemple, à mon sens, d'identifier les différents clusters, si on peut emprunter ces termes-là pour la réconciliation, les différents clusters qui participent de la réconciliation nationale et faire en sorte qu'ils se retrouvent au minimum au niveau du forum et mettre en place une méthodologie qui facilite l'expression des intérêts et des points de vue. À partir de là, un mécanisme de traitement des positions sera également développé. Et à l'issue de ça, on a des décisions qui vont sortir. Donc pour moi, je ne pense pas qu'il y ait vraiment de problème. Parce que la grande question qui revient tous les jours, c'est cette question de justice. Mais on ne va pas inventer la roue. La question de la réconciliation, on a déjà reçu l'expérience des modèles réussis de l'Afrique du Sud et du Rwanda. Il suffit de les appliquer ici. Pour cette question de justice, qu'est-ce qui a été appliqué? On s'est rendu compte qu'on ne peut pas traiter tous les sujets de la même façon, d'un point de vue de la justice. C'est pour ça que j'ai déjà développé sur ton plateau ici qu'on va avoir à la fois la justice classique, la justice transitionnelle et la justice traditionnelle aussi. Donc, en fonction de la situation, on discutera, on verra quelle est la formule qui est le mieux. Prenons l'exemple du foncier. Vous pensez que vous pouvez résoudre les questions foncières par la justice classique? Vous prendrez des décisions, mais sur le terrain, il y aura des problèmes. Parce qu'il y a la tradition qui intervient sur la question foncière au Burkina Faso. La conception qui a cours en milieu traditionnel, en milieu rural, ce n'est pas la justice classique. Ils n'ont pas les données de la RAF, de la loi sur le foncier. La vérité, c'est que quand les gens parlent de justice, oui, en vérité, on fait beaucoup plus référence à certains dossiers emblématiques. Oui, j'en venais. On prend cet exemple du dossier Thomas Sankara. Pensez-vous que toutes les dimensions du dossier Sankara seront résolues par la justice classique? C'est vrai, il y a eu un assassinat, il y a eu des gens qui ont intervenu, qui ont pris les armes, qui ont tiré sur d'autres. Mais aujourd'hui, il y a une dimension traditionnelle, culturelle, qui s'est mêlée à la question de Thomas Sankara, qu'il va falloir résoudre également par des mécanismes qui La question, c'est que ce sont des dossiers qui sont déjà dans le couloir de la justice classique. Peut-être qu'il faut les laisser tranquillement. Mais les dimensions qui sont hors justice classique, il va falloir les combler quand même. Parce qu'on prend le cas de Thomas Sankara, son corps a été déterré. Je me rappelle très bien qu'à ce moment, au moment de faire l'exhumation, beaucoup avaient posé ces problèmes de ne pas sortir un cadavre du sol. Cette question, vous ne pouvez pas l'évacuer par l'identification et la condamnation des assassins. Donc, je dis, il y a plusieurs dimensions à un seul problème. Il va falloir étudier ces problèmes-là et appliquer les différentes dimensions de justice qui s'imposent pour qu'on puisse évacuer le dossier du passif qui se pose. Oui, Alpha Yago. Oui, cette question de la justice est extrêmement importante et je partage parfaitement l'analyse de grand frère Siaka. Seulement, j'aimerais également dire que souvent on a l'impression qu'au Burkina, quand on parle de justice, c'est une justice à la tête du client, une justice à deux vitesses, une justice où certains coupables sont déjà désignés à l'avance. Quand on parle de la justice institutionnelle, en fait, la justice classique. Or, pour le peu que je sais, sans être juriste, à la justice, ce qui prévaut à la manifestation de la vérité et donc
à la manifestation de la justice, ce sont les éléments factuels, étayés des témoignages et ou des preuves. Oui, mais c'est tout ce qu'on demande. Mais il se trouve que, oui, mais quand ce processus n'est pas à son terme et qu'on désigne X ou Y par rapport à un quelconque dossier comme étant déjà le coupable désigné, qui est jeté à la vindicte populaire, je pense qu'on marche un peu la tête à l'envers. Parce que la présomption d'innocence est également une notion de droit, une notion de justice. Ici, au Burkina, c'est vraiment la capitale du cinéma africain, on a réussi à faire en sorte que ce ne soit plus la présomption d'innocence qui prévale, mais qui prévaut, c'est devenu maintenant la présomption de culpabilité. Oui, mais là, vous ne pouvez pas empêcher les opinions. Non, mais c'est très dangereux. Même ceux qui émettent ces opinions savent que c'est la justice, seule la justice a le dernier mot. Que l'on puisse supputer, que l'on puisse faire des échanges dans un cadre privé sur des sujets, n'importe quel sujet, ça passe. Mais quand cela se transporte au sein de l'opinion et est relayé comme étant des faits établis, vous conviendrez avec moi que cela crée un malaise. Et c'est de ça qu'il s'agit. Je sais que c'est un sujet qui n'est pas abordé couramment dans les médias, ce n'est pas peut-être politiquement correct, mais si nous voulons aller à la réconciliation, mais il faut également que ces questions-là soient dépassionnées, que l'on puisse poser le ballon en terre, comme on dit, et chercher la manifestation de la vérité vraie sur la base du droit, et qu'on ne se sente pas stigmatisé ou qu'on ne se sente pas indexé sur la base de simples suspicions, que la justice passe et qu'après la justice, on sache qui est coupable, qui ne l'est pas. Et donc que la présomption d'innocence, j'insiste là-dessus, soit la chose la mieux partagée au Burkina. Ça peut arriver à n'importe lequel d'entre nous. Je ne vous le souhaite pas, mais je suis certain que vous êtes attachés à vos droits et à votre présomption d'innocence. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci. D'accord. Le tout premier congrès de la NAFA, la nouvelle alliance du Faso, ce parti proche de l'ancien chef de la diplomatie burkinabé, Djibril Bassolé, a rejoint, vous le savez, la majorité présidentielle. Son premier responsable s'explique. La volonté actuellement manifeste, visible et indiscutable du chef de l'État, son Excellence Roch-Marc Christian Kaboré, à aller vers la réconciliation et à impliquer tous les Burkinabés, quel que soit leur bord politique, pour contribuer au développement du Burkina. Si nous regardons ça, nous observons ça, nous particulièrement la NAFA, nous sommes mal à l'aise à rester dans l'opposition. Premier élément. Deuxième élément, avec les partis majoritaires actuellement qui nous gouvernent, nous avons la même idéologie, c'est-à-dire la social-démocratie. Ça, nous pensons que c'est fondamental. Et il faut noter également que même le parti unique n'est pas si mauvais que ça. L'Inde, la Chine, en Chine, il n'y a qu'un parti unique. C'est peut-être même un autre modèle que l'Afrique doit penser. Parce que, je ne dis pas qu'il faut aller à un parti unique, mais il faut penser au fait que tout individu, tout citoyen doit apporter sa contribution au développement du pays. Et lorsque... Voilà. Mais il faut noter qu'en Chine, il n'y a pas qu'un parti unique, il y a bien d'autres partis. C'est vrai que le PCC, le Parti communiste chinois, domine à maître absolu, mais il y a bien d'autres partis, et ça, il faut le signaler. Mais là, la NAFA se justifie donc son ralliement à la majorité présidentielle. C'est vrai que ça fait l'effet de surprise quand même. Oui, est-ce que derrière, ça veut dire que le leader Djibril Bassolé renonce à ses ambitions présidentielles? Je n'irai pas jusque-là parce que le parti n'a pas expliqué cet aspect des choses. Je retiens seulement que la NAFA a les mêmes difficultés que l'UPC pour s'expliquer sur ce changement de pôle à quelques mois d'intervalle, qui l'ont vu dans une opposition assez farouche avant les élections et puis après rejoindre donc la majorité. Les explications existent, il est en train de les donner. C'est à lui de convaincre le maximum de Burkinabés sur la question. Pour ce qui concerne Djibril Bassolé, je pense que si son parti, disons, celui qui le soutient est de la mouvance présidentielle,
c'est des questions qui seront résolues, à mon sens, au sein de la majorité. Surtout que, formellement, le chef de l'État actuel est à son 2e mandat, ce qui laisse ouvrir des perspectives pour 2025. Donc, je ne sais pas si le ralliement à la majorité est automatiquement synonyme de renoncement aux ambitions. Mais on le sait que lui, il a aussi des soucis de santé et qu'il recouvre d'abord cette santé. Ensuite, qu'il revienne. Je pense qu'il aura l'occasion, dans vos différents médias, de s'expliquer sur l'avenir politique qu'il voudrait se donner et donner à son parti. Voilà, pareil pour Yacouba Isaac Zida et le MPSC également. Nouvelle majorité, nouveau chef de file de l'opposition politique. Ensemble, cette semaine, ils s'y sont accordés pour le report des élections municipales. Majorité et opposition sont tombés d'accord pour le report des prochaines élections municipales. C'est la principale information issue de la rencontre du comité de suivi du dialogue politique tenu ce mardi 23 mars. Nous sommes entendus ce matin pour appuyer effectivement l'idée qu'il est nécessaire, si nous voulons que les prochaines élections soient des élections propres, nettes, transparentes, qu'il y ait un report pour permettre de réaliser l'ensemble des tâches que nous devons réaliser pour permettre à ces prochaines élections de se tenir dans l'intérêt bien compris de toutes les parties, opposition comme majorité. Et là, le protocole, la CEDEAO sur la démocratie et les élections, dispose qu'il faut une concertation, qu'il y ait un consensus, large consensus de la classe politique. Nous avons trouvé bon, sur l'invitation du ministre d'État de venir échanger aujourd'hui pour donc donner notre accord sur le report des élections, mais nous laissant le temps d'arrêter la date et les délais de sorte que l'on puisse, comme il a si bien dit, préparer des élections libres, transparentes et incluant tout ce qui doit être refait au niveau du code électoral. Une autre rencontre est annoncée bientôt en vue de déterminer la date des prochaines élections municipales. On comprend donc que l'opposition avait juste besoin d'être consultée sur le sujet. Parce qu'elle avait émis des réserves sur cette décision. Je m'étais attendu à ce qui s'explique sur le fond. Le fond, c'est-à-dire le calendrier qui les aurait conduits donc, aux prochaines élections municipales, puisque ce calendrier est conditionné par une réforme du code électoral. Le chef de file de l'opposition l'a dit. Et nous savons tous, en tout cas pour ceux qui suivent la question électorale, que l'enjeu réel aujourd'hui de ces élections municipales, c'est la modification du mode de scrutin pour élire le maire. Est-ce qu'on va passer à un mode du suffrage universel direct du maire, ce qui laisse obligatoirement entendre qu'il faut modifier le mode de scrutin, qui pourrait être un scrutin uninominal, plutôt qu'un scrutin de liste comme on le fait actuellement. C'est cette réforme qui est dure à prendre au niveau de la classe politique actuellement. Est-ce qu'elle est prête? Je pensais que la question aurait été résolue à cette rencontre-ci, mais apparemment, ils se sont donné rendez-vous. Il y a une autre rencontre qui est prévue, parce qu'on le sait justement qu'au lendemain des élections municipales dernières, on a vu qu'on a eu toutes les difficultés possibles à mettre en place les conseils municipaux, le choix des maires a causé beaucoup de difficultés. Peut-être qu'il faut aller vers l'élection directe du maire. Exactement. Donc, ce serait bien que le calendrier soit connu et que des gens comme nous, on puisse aussi donner de la voix pour qu'on aille dans le sens de la réforme qui va au moins déminer cet aspect de la vie politique nationale. Parce que, comme on l'a toujours dit, le niveau local, c'est un niveau, à mon avis, où il faut le moins de politique possible. Pas effacer les politiques à ce niveau, mais combiner, développement et politique, de sorte qu'on n'ait pas trop de difficultés à gérer les collectivités, qui, à mon sens, sont une partie importante de la résolution même des grandes questions qu'on est en train de poser, y compris la question de la réconciliation, la question du terrorisme. Toutes ces réponses-là se trouvent dans le niveau local. Mais si on n'y va pas avec la volonté politique qu'il faut,
on va patiner et puis on reportera seulement les difficultés pour les générations à venir. D'accord. Merci, Siaka Koulibaly. Alpha Yago, on est en fin d'émission. On va souhaiter peut-être bon vent à votre comité de réflexion et d'action pour la réconciliation et la paix. Merci beaucoup et merci pour l'invitation. Et je pense que vous également, vous jouez un rôle important en tant qu'organe de presse et très suivi au-delà du Burkina. Donc je vous remercie d'abord pour l'invitation et inviter également vos collègues, les différents organes de presse également, à relayer donc ce message donc, de paix, ce message qui vise donc à rassembler l'ensemble des Burkinabés pour que le vivre ensemble, la cohésion sociale et in fine la réconciliation nationale soit une réalité dans l'intérêt supérieur de la nation burkinabé. Et ça suppose que les discours aussi soient apaisés. L'exemple est aussi à ce niveau. Vous avez observé que l'opposition est républicaine, responsable, sérieuse et apportera en temps opportun sa touche. Et ça relève donc purement du politique. Le chef de file de l'opposition se prononcera en temps opportun sur la question. Merci encore. C'est moi qui vous Ça remercie. sera tout pour cette info. Merci de nous avoir suivis. Excellente reprise de ton travail demain. Bonsoir.